Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est impressionnant de vous avoir comme ça aussi nombreux, malgré les premiers rangs totalement vides. Voilà, pour ma part, j'aimerais aussi démarrer en mettant en avant cet excellent taux de satisfaction qui ressort de cette étude, parce que malgré les changements difficiles que nous avons à conduire, que nous avons à mettre en œuvre, malgré les évolutions importantes de notre environnement qui nous bousculent, malgré les incertitudes sur l'évolution de notre métier et de notre domaine, malgré la baisse constante des budgets, parce que d'année en année, ils diminuent et c'est pas rien pour des budgets qui, comme ceux des bibliothèques municipales, sont relativement faibles. Et malgré, j'ai envie de dire, le caractère très râleur du Genevois, je trouve que c'est particulièrement réjouissant et c'est une belle reconnaissance de notre travail à nous tous au quotidien d'avoir ce taux si élevé de satisfaction. Je demandais tout à l'heure en arrivant à M. Sardy, en général pour ce type d'études, vers quel taux de satisfaction on arrive. Il me disait c'est plutôt aux alentours de 80%, donc il est particulièrement élevé et je crois que on ne peut que s'en réjouir et relever aussi que chaque fois que nous conduisons une étude, on arrive à peu près à ce type de résultat. Nous l'avons fait par exemple en 2016 à propos des usagers d'Interroge, où nous avons voulu mieux connaître qui ils étaient, nous avons profité aussi de connaître leur satisfaction. Là, nous sommes arrivés à un taux aussi égal à 95% de satisfaction. On a des messages aussi régulièrement de ces usagers qui nous félicitent, qui vous félicitent de la qualité des réponses. Nous avons aussi essayé, après avoir changé considérablement la bibliothèque de la Cité, de connaître l'avis de nos usagers. Et malgré les avis qui se sont largement exprimés, notamment dans les médias, des insatisfaits, ils existent, mais ils ne sont que 5%, puisque 95% des usagers qui viennent au quotidien à la bibliothèque de la Cité nous ont dit être très satisfaits de ce que nous leur avons proposé avec le nouvel aménagement et la nouvelle manière de présenter les collections à la Cité. Donc là, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit, parce que ce n'est pas tous les jours facile pour nous tous, mais cette belle reconnaissance, ces efforts sont payants. Nos usagers sont très satisfaits. Mais les usagers actifs, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Sardy, c'était le public cible de cette étude, ne représentent qu'une partie de nos usagers. Je crois que là aussi, il faut qu'on soit très attentif, parce que comme nous l'avons vu aussi, ces usagers sont particulièrement, en tout cas ce qui concerne les bibliothèques de lecture publique, les bibliothèques municipales sont particulièrement âgées, moyenne d'âge du public des sections adultes de 51 ans. C'est 50% de ces usagers ont plus de 50 ans, donc ils sont en train de vieillir. Et puis, évidemment, se pose pour nous le grand défi du renouvellement de ce public, très satisfait soit, mais qui d'année en année tend à malheureusement diminuer. Donc c'est vraiment un défi important pour nous que d'élargir le cercle des usagers actifs et de le renouveler. Comme nous l'avons vu, cette étude s'est focalisée sur un public cible, et aux bibliothèques municipales, c'est très important pour avoir vraiment la palette de la diversité de nos publics, qu'on puisse aussi mieux connaître d'autres publics. Alors notre magistrat a parlé tout à l'heure des séjourneurs, c'est vrai, ils sont importants. Quand on regarde un peu plus près, par exemple, ils représentent 32% des personnes qui font usage d'Interroge. 32% des personnes interrogées, quand nous avons conduit cette étude, nous indiquaient ne pas fréquenter de bibliothèque. Donc voilà, c'est pas rien, c'est près d'un tiers des usagers d'Interroge. Et puis plus récemment, nous avons conduit une étude sur les personnes qui viennent chez nous pour profiter de l'offre que nous avons en périodique, et nous avons pu mettre en lumière que 11% d'entre eux n'étaient pas non plus inscrits aux bibliothèques municipales. Donc ils venaient vraiment pour cette prestation-là. 11%, c'est pas rien non plus.
Donc on voit qu'on a de plus en plus de gens, et vous le voyez au quotidien, qui viennent à la bibliothèque pour autre chose qu'emprunter des documents. Et c'est important aussi qu'on les connaisse mieux, qu'on les connaisse davantage, qu'on puisse aussi les quantifier, hein, pour valoriser aussi toute la diversité des prestations que nous offrons et connaître aussi leurs attentes. Et il y a un public qui nous tient également beaucoup à cœur aux bibliothèques municipales. Je sais que notre magistrat y tient également beaucoup, même s'il n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est celui des jeunes. Le public jeune. Alors c'est une spécificité des bibliothèques de lecture publique, c'est la raison pour laquelle je crois qu'elle n'était pas intégrée dans cette première étude, hein, qui visait vraiment à voir le public passer à la loupe, le public commun que nous avons entre nos diverses bibliothèques, donc ce public adulte. Mais chez nous, le public jeunesse, il est très très important. D'abord parce que c'est la porte d'entrée, hein, à nos prestations, à nos diverses institutions, mais aussi parce qu'il est très important en termes de nombre, hein. Ça représente chez nous 30% de nos usagers qui sont des moins de 18 ans, de 0, j'ai presque envie de dire, à 18 ans, puisque nous accueillons même les bébés avec des prestations qui leur sont spécifiquement développées. Et puis, si on regarde au niveau des emprunteurs actifs, eh bien, en 2016, ce public jeunesse, c'était 10 520 jeunes. Donc, c'est pas rien. Et on se réjouit que d'autres études complémentaires soient aussi faites pour mieux comprendre quelles sont les attentes de ce public qui est très important pour nous. Le public aussi des actions de médiation culturelle, pour nous, c'est un public aussi de plus en plus important. On a une augmentation d'audience qui est assez conséquente. Rien que pour 2016, nous avons augmenté de 8,8% le public qui vient en tout cas qui vient pour nos actions de médiation culturelle. Et là aussi, on aimerait aussi mieux connaître l'appréciation qu'ils font de nos services et quelles sont les attentes de ce public. Puisque en 2016, ça représentait 38 662 personnes, c'est pas rien. C'est beaucoup, beaucoup, et ça je tiens aussi à souligner l'effort que nous faisons, parce que nous le faisons en plus en dehors des heures d'ouverture au public, l'effort que nous faisons en particulier les sections jeunesse pour accueillir des groupes, que ce soit les crèches ou que ce soit les écoles. Nous avons multiplié ces dernières années les incitations du type prix Petit Môme ou prix maintenant plus récemment en collaboration avec le DIP pour les élèves de 5 et 6P, le prix du jeune public. Et donc on voit là aussi toute l'importance pour nous de pouvoir mieux valoriser ce public qui est de plus en plus nombreux d'année en année et qui ne viendra pas forcément emprunter des documents, en tout cas pas dans un premier temps. Donc première recommandation que j'ai envie de faire, mais je crois qu'elle a été entendue, c'est... ah non, c'était la deuxième, pardon. La première, c'était effectivement, avec le degré de satisfaction, de continuer à délivrer des prestations de qualité. Je l'ai mis en recommandation, ça paraît un peu tarte à la crème, mais je pense que c'est important, puisque avec ce public qui se diversifie, c'est un vrai enjeu aussi de continuer à satisfaire ce noyau dur de notre public actif, hein, d'usagers actifs, tout en développant de nouvelles prestations pour d'autres types de publics. Et les collègues le savent bien, au quotidien, ces publics qui sont parfois avec des attentes peu compatibles, eh bien, c'est pas tous les jours évident, mais gardons à l'esprit que ce public, ce noyau dur d'actifs, il faut continuer à le satisfaire, même si nous élargissons nos prestations. Alors, deuxième recommandation, suite à cette étude, faire des études complémentaires, les usagers actifs de moins de 18 ans, le public ou les publics séjourneurs, et puis ceux qui fréquentent nos actions de médiation culturelle. Nous réalisons aussi toute une série d'enquêtes. Nous avons à disposition
des données importantes à bien des niveaux. Et là, je pense que c'est important que nous regardions, nous replacions aussi les résultats de cette enquête et dans le contexte plus général, et nous fassions des liens avec les statistiques et les autres études que nous avons faites. Parce que même si on peut se réjouir de la satisfaction, c'est une chose, on doit aussi voir que d'autres chiffres nous montrent que nous avons quand même à nous faire un petit peu de soucis. Puisque malgré des chiffres très bons en termes de nouvelles inscriptions, on voit qu'on observe au fil des ans une lente érosion de ces fameux emprunteurs actifs adultes, puisque nous en avons perdu près de 4% en 4 ans. Et puis si on regarde qui nous perdons, on voit que la catégorie des jeunes adultes, ceux qu'on met dans la tranche d'âge 18-29 ans, eh bien là, en 5 ans, on a perdu 33% de ces usagers. Donc là, on doit quand même bien avoir à l'esprit que, c'est ce que je disais auparavant, nos usagers actifs sont vieillissants et puis les plus jeunes, eh bien, on a peine à les fidéliser. Et je dirais que c'est presque notre défi le plus important, que de renouveler et d'être capable de renouveler ce public en leur offrant des prestations qui sont peut-être plus en adéquation aussi avec les évolutions. Ces 18-29 ans, on les appelle aussi les digital natifs. C'est ceux qui vraiment utilisent les nouvelles technologies plus que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, puisqu'on est quand même un certain nombre à ne pas être dans cette catégorie. Donc j'ai envie de dire que la troisième recommandation, et ça c'est pour pérenniser notre institution, il est fondamental, et là c'est aussi un peu une tarte à la crème, de diversifier nos publics, de diversifier nos prestations et de valoriser nos espaces de convivialité. C'est bien nos usagers actifs qui empruntent, oui, mais attention à diversifier aussi en termes de prestations. Alors dans ce sens, nous on va poursuivre les efforts que nous conduisons en tout temps auprès du jeune public, continuer aussi les partenariats que nous avons avec les institutions de la petite enfance, avec le DIP, poursuivre nos efforts pour atteindre de nouveaux publics, et là je pense en particulier au public allophone, au public des nouveaux arrivants, aux migrants. Nous avons dans nos collections une offre aussi très intéressante en langue étrangère, en film étranger, en musique du monde. Et là, je pense qu'on a vraiment de quoi satisfaire ce public-là dont il faudra trouver le moyen d'atteindre. Et puis continuer à développer et offrir des prestations pour ce public plus jeune, ces fameux digital natifs, ces 18-29 ans. Et enfin, j'ai envie de dire, poursuivre nos efforts, et ça, c'est pas non plus tous les jours facile, pour réaménager nos espaces, pour peut-être dégager un petit peu plus d'espace pour ceux qui viennent chez nous, non pas pour emprunter, mais parce qu'ils se trouvent bien dans les bibliothèques. Ce sont des lieux calmes, on ne demande rien, ils peuvent y rester sans rien faire, sans consommer. Et puis ils se retrouvent, ils échangent, ils travaillent. Et là, on a aussi un rôle très important à jouer. Donc on va poursuivre nos efforts pour répondre à cette attente. Au niveau des horaires, alors là, je crois que c'est très clair, l'étude le montre, qu'il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là, il n'y a pas d'attente prioritaire de la part des usagers. 75% d'entre eux se déclarent satisfaits, voire très satisfaits des heures que nous leur proposons aujourd'hui. Puis on voit qu'il en est de même au niveau des non-usagers. On voit, comme ça a été relevé, qu'un horaire d'ouverture élargi au dimanche, ça ne répond pas à une demande, ni de nos usagers actifs, ni des non-usagers. Je crois qu'il faut le reconnaître. Les collaborateurs d'EBM savaient que j'étais une supporter de l'ouverture dominicale pour avoir été dans d'autres bibliothèques qu'il avait fait et pour avoir observé aussi l'intérêt que cette ouverture du dimanche suscitait
et le fait que ça avait permis d'élargir aussi le public de ces bibliothèques, bien, force est de constater que là, on a à nouveau peut-être une particularité genevoise. Ça semble ne pas être une attente ni de ceux qui viennent aujourd'hui dans nos lieux, ni de ceux qui ne les fréquentent pas. Et je pense que ça, il faudra le faire entendre aussi au conseil municipal. Comme l'a rappelé Samy Canaan, j'ai eu la chance de l'accompagner quand on a présenté cette étude. Voilà, je crois qu'il faut prendre acte et puis ne pas développer non plus des prestations qui ne sont pas demandées par nos usagers. Mais comme l'a rappelé notre magistrat, c'est le conseil municipal qui, in fine, décidera. En tout cas, je peux garantir à mes collaborateurs que je rappellerai les résultats de cette étude et que, le cas échéant, eh bien, on saura leur demander aussi les ressources supplémentaires qu'il nous faudrait si eh bien, le municipal insistait à vouloir ouvrir le dimanche. Donc, quatrième recommandation, c'est ne pas modifier les horaires actuels de manière trop conséquente. On parle du dimanche, mais le lundi, je ne suis pas convaincue non plus que ce soit une bonne chose, parce que si nos efforts doivent principalement viser l'élargissement des publics, j'ai le sentiment que réorienter des ressources ou demander de nouvelles ressources pour nos publics actuels, eh bien, on n'atteindrait pas l'objectif de l'élargissement de ces publics. Donc, ce public est, comme vous l'avez rappelé, M. Sardy, plutôt inactif professionnellement et qui a donc le temps, plus le temps que les actifs de venir durant les heures d'ouverture d'aujourd'hui. Je ne suis pas certaine que ce soit particulièrement pertinent d'ouvrir un jour de plus le lundi, avec tout ce que ça signifierait aussi en termes de réorganisation de ressources ou de ressources supplémentaires. Et puis j'ai envie de dire, et on ne le dit pas assez, qu'on doit aussi valoriser que finalement, avec certains services, nos compétences et nos prestations sont disponibles 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Parce qu'Interroge, par exemple, on peut y accéder en tout temps, de partout, et tous les jours, jour et nuit. Et puis l'offre en ligne aussi que nous proposons, OBM c'est plus récent, mais l'offre à distance, elle est aussi accessible 24 heures sur 24. C'est peut-être à nous aussi de mieux valoriser ces prestations, parce que ça contribue aussi à l'élargissement finalement de l'accès à nos compétences et à nos prestations. On l'a dit, nos prestations sont malheureusement, pour certaines d'entre elles, largement méconnues, alors qu'elles sont par ailleurs demandées. Donc là, on a un effort vraiment à faire au niveau de la communication. Et là, j'en appelle aussi à vous tous et tous, parce que je crois que vous avez, d'autant plus que vous avez une très bonne reconnaissance de la part de nos usagers. Vous avez un effort, nous avons tous un effort à faire pour peut-être mieux faire connaître au quotidien auprès de nos usagers les services que nous fournissons. Alors c'est vrai qu'on va tenir compte des résultats de l'étude pour, après avoir fait des campagnes plutôt au niveau institutionnel pour bien positionner les bibliothèques, pour dynamiser l'image qu'elles ont auprès du public et du non-public. Et ça a été gagnant, on le voit aussi là, puisque les bibliothèques municipales avaient fait une étude auprès du non-usager en 2006 qui montrait que les bibliothèques étaient relativement peu connues. 3/4 des gens interrogés à l'époque n'arrivaient pas à citer le nom d'une bibliothèque dans leur quartier, et que l'image que ces non-publics avaient des bibliothécaires était particulièrement stéréotypée. J'imagine que les plus anciens se souviennent des résultats de cette étude. On voit que 11 ans après, eh bien, grâce aussi aux efforts qui ont été faits notamment en termes de communication pour faire des campagnes institutionnelles, force est de constater qu'apparemment ces efforts ont été payants puisque l'image est bonne. Mais en même temps, maintenant nous avons à faire connaître ces prestations qui sont méconnues de nos usagers et des gens qui ne viennent pas à nous. Donc c'est la dernière des recommandations, c'est vraiment
accentuer la communication non plus de manière globale par rapport à l'institution, mais plutôt par rapport à des publics cibles et des prestations particulières. Et là, on peut citer bien évidemment toujours les mêmes, les jeunes, que nous allons chercher à faire venir à nous en leur montrant tous les services qui pourraient les intéresser, que nous avons aujourd'hui et que nous allons développer demain, par exemple la prochaine ouverture du 4e qui sera consacrée, le 4e de la Bibliothèque de la Cité qui sera consacrée aux prestations numériques et aux jeux vidéo, ou des prestations qui sont plus spécifiquement adaptées à des publics type le public allophone ou les migrants. Donc là, je crois que vraiment, on doit un peu réorienter la communication vers des prestations plus pointues que nous offrons et des publics cibles que nous allons définir. Voilà, je crois que j'ai dit un peu l'essentiel. J'ai un peu enfoncé des portes ouvertes. Il n'y a rien de révolutionnaire dans les recommandations. Moi, je crois qu'on va plutôt dans le bon sens. On fournit du travail qui est largement reconnu. Et ça, je crois qu'on peut que s'en réjouir. Et j'aimerais aussi terminer en vous remerciant, en vous félicitant, parce que cette étude, c'est une belle reconnaissance du travail que nous fournissons tous au quotidien. Je vais commencer par ce par quoi Véronique Pureau a terminé, c'est-à-dire effectivement remercier les équipes de la Bibliothèque de Genève. Je crois que ce qui est important, c'est que je vais parler de la Bibliothèque de Genève et pas des bibliothèques scientifiques et patrimoniales dans leur ensemble, parce que je pense quand même que l'étude montre qu'il y a des différences entre ces bibliothèques scientifiques et patrimoniales, et que le rôle notamment que l'on peut observer à la BAA, je pense de l'importance que peut apporter un musée avec tout le système des réseaux sociaux, effectivement font de cette bibliothèque une bibliothèque de pointe par rapport aux autres pour l'instant dans cet ensemble des bibliothèques scientifiques et patrimoniales. Pour la Bibliothèque de Genève, comme le colloque était ouvert à d'autres personnes qu'aux bibliothécaires du département, je pense qu'il est utile de refaire très rapidement donner une petite radiographie de la Bibliothèque de Genève, qui est à la fois très ancienne, née en 1539 avec l'instauration du dépôt légal, et qui est une sorte de millefeuille où on a superposé toute une série de collections jusqu'à encore très récemment, jusqu'en 2008. Et c'est cet aspect hétérogène aussi qui motive une partie de notre travail et des éléments que je pourrais développer tout à l'heure. Donc quelques images pour ceux qui viennent de loin. Donc la bibliothèque de Genève, qui ne se résume pas à la bibliothèque publique qui se trouve dans le parc des Bastions, mais il y a également toute la grande collection qui se trouve à la Villa Lagrange, importante du XVIIIe, au musée Voltaire, à la bibliothèque musicale qui se trouve au Grutli, et l'énorme collection iconographique du centre d'iconographie qui fait de la bibliothèque de Genève, on parle souvent des 2,5 millions de documents imprimés qu'on possède, mais avec la Centrale Bibliothèque de Zurich, une des plus importantes en termes de documents, puisqu'on a plus de 7,5 millions de documents qu'on gère. L'année passée, j'avais, dans ce premier colloque, esquissé une réflexion sur cette définition de qu'est-ce qu'un public, qu'est-ce qu'un usager, comment cette notion d'usager était née au sein de la Bibliothèque de Genève, puisque, ayant une histoire longue, on voit qu'il y a véritablement une tradition de communauté, et que ce qui était intéressant, ce que j'avais essayé de montrer l'année passée, c'est que ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a fonctionné non pas en termes de public, mais en termes de communauté pendant très très longtemps, et qu'aujourd'hui, cette approche de l'enquête des publics nous mène à reconsidérer aussi une nouvelle façon de penser ces communautés. Bref. Et ce que nous avons fait en termes de développement sur les stockages de collections, et cette notion qui est importante chez nous à la Bibliothèque de Genève, que finalement les collections s'étaient déployées de manière extraordinaire, mais souvent à l'encontre de notre public, ou en tout cas des actions qu'on voulait mener à son égard. Ce que l'enquête nous dit au niveau de la population pour la Bibliothèque de Genève, c'est qu'on a une population qui est plus masculine que celle des bibliothèques municipales, quand même de façon assez marquée
je pense que c'est un élément intéressant, que la moyenne est assez basse, et pour nous, c'est une chose sur laquelle on travaille depuis quelques années, parce qu'on se rend compte que même si la bibliothèque de Genève, souvent réduite au bastion, avec ce bâtiment néoclassique, très imposant, etc., apparaît comme un monument très officiel, stable, académique, on se rend compte en fait que notre public est très jeune, et que cette tranche des 25-35 ans est une des tranches les plus dynamiques que nous avons dans notre public, et que le problème pour nous, c'est finalement plus d'essayer de garder ce fil que nous avons créé avec ce public quand il vient faire ses études, et qu'il perd et qu'on retrouve seulement quand il part à la retraite. Mais je dirais qu'il y a un lien de fidélisation sur lequel on devrait nous travailler. Évidemment, ça, on vous l'a dit, le niveau de formation est très haut. Je relève quand même, et c'est important de manière générale, qu'il y a quand même une sorte d'échec que l'enquête des publics montre. Si l'on connaît le contexte socio-démographique de Genève, c'est qu'on ne touche franchement pas beaucoup les étrangers qui sont à Genève. Et là, je pense qu'il y aurait, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, où il y a eu un grand effort fait dans toute une série de bibliothèques, je pense qu'il y a là un potentiel de développement énorme pour nous. Et on l'a dit, il y a une demande d'espace convivial qui est vraiment importante, que j'avais relevée déjà l'année passée, et qui, sans surprise, se retrouve dans l'enquête. Voilà. Les désirs qui sont exprimés sont assez, je dirais, banals. Je dirais, ça me faisait penser à Ford, quand on lui a demandé pourquoi il avait inventé sa voiture. Il racontait que s'il avait fait ce que les gens lui avaient demandé à l'époque, il aurait inventé un cheval qui courait un peu plus vite. Je dirais donc, finalement, on trouve des choses assez banales, je dirais, qui sont assez loin de ce qui émerge des discussions que nous avons avec l'université, qui est comme le gros de notre population, et les différents faiseurs d'opinion, en tout cas utilisateurs des bibliothèques. Alors, on l'a dit, je ne vais pas insister beaucoup, effectivement, malgré l'énorme effort que nous faisons de créer une bibliothèque aussi à la fois physique et distante, peu de gens encore visiblement utilisent nos ressources numériques proportionnellement aux forces que nous émettons à la fois de travail et financières. Et donc là, il y a un vrai investissement en termes de communication à faire. Nous avons créé, quand on a renouvelé notre site il y a 2-3 ans, un site miroir qui montrait bien que finalement nous avions des salles de lecture, mais nous avions aussi de plus en plus des salles de lecture virtuelles. Et ce qui pose la question aussi pour nous finalement de comment nous allons pouvoir répondre à tout ce que nous mettons en place au niveau virtuel, parce que nous voyons bien que nous avons quand même dans les bibliothèques scientifiques et patrimoniales une mission importante d'inventaire de collections, de catalogage, etc., et que plus nous mettons de ressources en ligne, et c'est très bien, et j'y participe beaucoup, en tout cas en termes de désir, de volonté et de concentration budgétaire, mais on voit qu'on a tellement plus de demandes, parce que c'est une des caractéristiques de Genève, c'est que c'est une ville chère, donc on voit, évidemment ça n'apparaît pas dans l'enquête, mais que de plus en plus de gens qui venaient de l'étranger nous voir, grâce à nos catalogues, nos inventaires, finalement nous contactent par email, nous demandent de faire des recherches pour eux, puis après on reçoit d'énormes demandes de numérisation, puisque les gens ont réalisé que nous avions aussi une offre de numérisation et de capacité de numérisation très basse en termes financiers, donc on leur demande très peu d'argent, donc ils ont intérêt, plutôt que de faire un séjour chez nous maintenant, de nous demander des indications puis des numérisations, et donc on voit très bien, et c'est une chose qu'on travaille beaucoup à la Bibliothèque de Genève pour l'instant, qu'il faut qu'on fluidifie et qu'on arrive à essayer de trouver un équilibre entre ces salles de lecture virtuelles et le travail de fond qui est quand même le nôtre, et sans lequel nos collections, je veux dire, si on ne fait que répondre à la demande, parce que vous avez parlé essentiellement d'interroges, mais je l'avais déjà dit l'année passée, il y a autant de questions interroges qui sont rien qu'au sein de la Bibliothèque de Genève par an, parce qu'évidemment, les gens nous contactent directement, les manuscrits, le centre d'iconographie, etc. Et donc, il y a une grande disponibilité de nos collaborateurs, et je les remercie, mais tous me disent que, effectivement, c'est bien, mais d'année en année, le travail de fond ne peut plus être fait, ce qui, d'ici 10 ans, va poser un très grand problème sur tous les fonds qui entrent et qu'on n'aura pas pu traiter à cause de cela. Et donc, il y a une vraie réflexion qu'on a voulu menée aussi par l'engagement d'un nouveau responsable des collections patrimoniales en la personne de M. Chetty, pour avoir une vision transversale et globale sur ces équilibres différents et ces flux
d'informations et de demandes que nous devons traiter à la fois physiquement mais également virtuellement. Alors, il y a des petites choses à court terme très faciles, améliorer l'aménagement des horaires, la signalétique, on en a déjà fait une grande partie avant, pendant et actuellement. La médiation des ouvrages récents, et ça c'est un des gros problèmes véritablement de la Bibliothèque de Genève, et si j'en crois les articles dans la presse que j'ai lus de François Longchamp hier, ça ne va pas s'arranger en termes de collaboration avec le canton et l'université. Il nous manque à Genève un grand libre accès qui ferait qu'on pourrait montrer nos collections, parce qu'effectivement le libre accès de la Bibliothèque de Genève, c'est 45 000 ouvrages seulement, ou 40 000, ça dépend. C'est absolument ridicule par rapport à l'importance de notre collection. Si on voit ce qui se passe à Lausanne, où il y a déjà un libre accès de près de 300 000 ouvrages, qui va encore augmenter avec l'extension de la bibliothèque. Et ce rêve qu'on répète depuis maintenant presque 20 ans, qu'il faut qu'on travaille avec la bibliothèque de l'Université de Genève pour créer ce grand libre accès, visiblement, il n'est pas pour demain. Et ça explique aussi, si on a fait un travail avec mes collaborateurs sur les statistiques de prêt, non pas simplement de la Bibliothèque de Genève ou des bibliothèques de la ville de Genève, mais au niveau suisse. Et là, on voit qu'on est très, très en dessous des autres grandes bibliothèques. Alors, c'est difficile, évidemment, parce qu'aucune bibliothèque, que ce soit la Centrale Bibliothèque de Zurich, l'École Polytechnique, la BCI de Lausanne, est vraiment comparable entre elles. Donc, j'aurais pu vous montrer ces chiffres, mais finalement, on y a renoncé parce qu'on se dit qu'il y a tellement de prolégomènes à expliquer pour comprendre chacun de ces chiffres que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, il nous reste, et c'est une de nos faiblesses, c'est qu'on achète des collections colossales dont très peu sont utilisées par manque justement de visibilité. Et ça, là, il faudra, maintenant qu'on voit que malheureusement ce grand projet, en tout cas de jonction de bibliothèque, ne se fera pas, enfin, je ne sais pas ce que M. Canard en dira, mais en tout cas pas à court terme, il faudra qu'on repense les choses autrement. Donc, on a parlé des ressources numériques, les services de visibilité du service de prêt entre bibliothèques, notamment pour nous à la bibliothèque musicale, et amélioration des horaires. Puisque si on avait un taux de satisfaction très très important de façon globale sur nos horaires, et là à nouveau je remercie nos équipes parce qu'on a fait un énorme effort, puisqu'on a augmenté de plus de 25% les horaires au public des différents services de la Bibliothèque de Genève, et on voit que ça paye en termes de satisfaction. C'est nuancé par le fait qu'il y a encore une série de personnes insatisfaites de la bibliothèque, des horaires de la bibliothèque musicale, et donc là on y travaille, et je remercie aussi l'équipe de Tulia Gibentif qui nous a rentré des rapports qui nous permettaient de nous positionner par rapport à ça. À moyen terme, il y a évidemment un projet sur lequel Alexis Rivier travaille depuis presque 15-20 ans maintenant, qui est ce portail Genevencia, et je pense qu'il est important pour nous que ce projet de collection en ligne, on arrive à le faire aboutir au niveau de la ville et pas simplement au niveau de la bibliothèque de Genève, que pour nous, il est important aussi de travailler sur le lien émotionnel. C'est-à-dire que les gens, on s'en rend compte, même par la disparition des catalogues sur fiche, il y a quelque chose, je dirais, à la différence d'autres lieux qui travaillent, qui dépensent énormément d'argent pour créer un lien émotionnel avec leur public. Nous, on l'a, puisqu'il y a une sorte de mémoire des études d'un moment doré, je dirais, où les gens viennent dans notre bibliothèque, et je dirais qu'il y a une sorte de chose un peu sentimentale, je dirais, qui pour nous, on doit essayer d'entretenir pour pouvoir essayer de fidéliser ce public quand il nous quitte après ses études. On essaye, on a commencé à le faire, mais il faut le développer encore plus, d'investir les personnes où ils se trouvent, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vrai que là, je suis envieux de ce que le Musée d'art et d'histoire fait, parce que là, effectivement, on n'a pas les capacités encore d'avoir une vraie politique d'animation de réseaux sociaux. Et là, c'est certainement quelque chose sur lequel on devra, dans un délai quand même réduit, arriver à résoudre ce problème. Et je vous l'avais présenté l'année passée, il y en est en chantier sur plusieurs espaces à la Bibliothèque de Genève. Certains sont faits, d'autres sont en cours de travail. On a fait, nous, le travail. Maintenant, c'est dans les mains du département de l'architecture de la ville. Je dirais, mais ça avance. Évidemment, pas aussi vite qu'on aimerait, mais on est dans une administration. Mais je dirais que d'ici 2-3 ans, on verra une profonde modification des espaces au public au sein de la Bibliothèque de Genève. Pour nous aussi, évidemment, et ce sera une des réflexions
que je mènerai après, c'est que ce prêt, il est néanmoins en baisse. Hein, je dirais donc, comme le disait Véronique Pureau avant, je pense qu'on peut ne voir que les éléments de satisfaction, mais pour nous, il est important d'essayer de développer d'autres choses parce que, comme notre public est essentiellement un public universitaire, en gros, on est un peu captif de ce public qui n'est pas extensible à l'infini. On ne va pas arriver, en plus on ne le maîtrise pas, hein, c'est l'université qui augmente, je dirais de façon progressive, et il faut le signaler depuis une dizaine d'années le nombre d'étudiants, mais je dirais que nous on n'a pas de prise véritablement sur cette augmentation et on ne peut pas le modifier fondamentalement. Et donc pour nous, c'est plutôt, je dirais, à côté de ce public captif qu'on doit développer nos actions. Donc, une des réflexions qui a été la nôtre, et je pense qu'on a l'immense chance en ville de Genève, tant au niveau des musées qu'au niveau de la bibliothèque de Genève, d'avoir ce projet de l'écoquartier, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas au courant et qui nous viennent de l'étranger, c'est-à-dire un dépôt patrimonial qui sera un des meilleurs d'Europe, qui va regrouper toutes les collections précieuses à la fois des musées, mais également la bibliothèque de Genève. Et donc pour nous, ça nous a obligés, je dirais, à penser ce déménagement qui n'est pas facile, comme chacun sait, mais surtout de se dire finalement, c'est l'occasion inespérée pour nous de redistribuer nos collections, mais surtout de réfléchir à comment on va les offrir en consultation publique après. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillerait sur Rousseau, sur Calvin, je veux dire, si nos collections sont rassemblées en un seul lieu, s'il nous fait une demande d'iconographie, de manuscrits ou de livres anciens, on ne va quand même pas lui livrer sa demande dans 3 lieux différents et l'obliger à se déplacer. Donc, toute l'équipe des collections patrimoniales travaille beaucoup, justement pour l'instant, sur une réflexion sur comment est-ce qu'on va pouvoir communautariser à la fois non seulement les collections dans leur transmission dans des salles de consultation communes, mais surtout, et je pense que c'est ça qui est important, on l'a vu dans l'enquête, les gens sont extrêmement satisfaits de la compétence de nos bibliothécaires ou de nos spécialistes de collection, et donc il faut justement que cette compétence soit mise en commun et que dans un seul lieu, les gens peuvent rencontrer à la fois des gens spécialistes de manuscrits, de livres ou d'iconographie ou de partitions de musique, et là je pense qu'on va faire un bond qualitatif énorme justement sur cet accueil de l'usager, cette expérience qui nous demande connectée entre nos différents niveaux de savoir, puisque une des choses un peu absurdes qu'on réalise tous aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aussi le fait, ça c'est pas rien qu'à Genève, c'est vraiment une chose mondiale, c'est qu'il y a un engouement énorme par rapport à cette capacité de développer des ressources numériques sur Internet, etc. Mais la plupart des projets de numérisation qui ont été développés ont été des projets de numérisation qui ont été développés avec des logiques de bâtiment physique dans la tête et des logiques de collection. Et donc on a des bases de données qui communiquent encore extrêmement peu ensemble, entre elles, etc. Et donc pour nous aussi, outre le déplacement de nos collections à l'écoquartier, outre cette réflexion sur des salles de consultation communes, on travaille énormément sur cette capacité que nous devons fournir dans un délai assez court, parce que pour nous c'est 2019, 2020, d'avoir des bases de données qui nous permettent d'avoir une information connectée entre un manuscrit, un livre ancien, une image. Ça semble tellement basique sur Google quand on cherche une chose, mais ça ne l'est pas du tout chez nous. Et donc je pense qu'il y a là un travail qui est en cours et qui est fondamental pour nous. L'autre chose très importante, c'est dans les différentes phases finalement auxquelles nous avons été confrontés face à Internet, outre le premier émerveillement que nous avons tous eu en voyant ces machines et les grands bâillements que nous avons tous eu au début d'Internet face à sa lenteur, on est passé à cet émerveillement aussi de se dire qu'on allait numériser tous les contenus du monde comme si on allait enfin réaliser virtuellement la bibliothèque d'Alexandrie. Et puis, dans un troisième temps, on a eu ce développement des réseaux sociaux. Et puis maintenant, on se rend compte qu'en fait, on est dans une époque où notre public en fait, ne se satisfait pas du tout d'avoir des images de livres anciens numérisées en mode image, mais qu'il nous demande en fait, justement qu'on lui donne ce qui est finalement le corps de notre métier, c'est-à-dire notre compétence et notre capacité à relier les contenus de ces images entre elles, et donc d'offrir des produits qui sont des lieux de convergence numérique. Et on a essayé de développer, enfin on travaille pour l'instant à la Bibliothèque de Genève sur
toute une série de projets justement qui sont des projets où on apparaît comme des référents, qui sont la prolongation de toute la réflexion qu'on avait pu mener sur les pôles d'excellence de la bibliothèque. Et on s'est dit, donc ça, on a eu une série de réunions entre nous où on a déterminé une liste de 50 noms à peu près, où on estime que eh bien, sur ces 50 auteurs, la Bibliothèque de Genève doit être, en tout cas, le lieu où quiconque travaille sur ces auteurs, les gens doivent venir sur notre site internet. Je sais pas, non, si vous pouvez revenir. Si vous pouvez cliquer sur la ligne bleue dans Convergence numérique. Non, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Donc, si vous allez sur notre site internet donc de la BGE numérique, vous verrez qu'il y a un onglet, donc il y a toutes les bases de données, et vous verrez qu'il y a déjà énormément de choses disponibles en ligne, mais il y a aussi un onglet personnalité numérique, et on voit des gens comme Rousseau, Georges Aldas, des gens très variés comme Boissonnet, etc. Et ce sont des sortes de biographies numériques où on essayait, chacun des spécialistes de la Bibliothèque de Genève, de faire un résumé de toute l'offre numérique, mais qui permettrait, par exemple, à quelqu'un, en tout cas qui travaillerait sur Rousseau au lycée ou à l'université, s'il ne prend que notre page Rousseau, je pense qu'il a déjà une masse de documents disponibles, tant des images, tant des textes, tant de la littérature secondaire, tant au niveau de la recherche, qui est absolument extraordinaire. Et ce qu'on a essayé de penser dans cette approche de cette convergence numérique, c'est de se dire, il faut qu'on abandonne, et ça n'a pas été facile pour nous, parce que toutes nos bibliothèques, comme la Bibliothèque de Genève, la ZBA Zurich, Lucerne, etc., on s'est quand même basé tous sur l'idée que plus on avait une collection physique large, plus c'était important dans le terme de communication. Et on voit que dans l'enquête, c'est ce que les gens disent, parce que vous n'avez évidemment interrogé que les gens qui empruntaient. Mais c'est quand même l'image que nous avons eue, que nous avons tous, de nos collections. Or, je pense qu'il fallait faire le pas, et on l'a fait à la Bibliothèque de Genève, de se dire finalement, on a des collections extraordinaires, mais ça ne suffit plus. Et donc, sur ces pages de personnalité numérique, nous renseignons autant des choses qui se trouvent ailleurs que chez nous. Parce que l'idée, c'est que nous soyons comme une sorte de référent et un point de convergence. Et donc, qu'importe finalement, même si ça peut paraître un paradoxe, que le document soit à la Bibliothèque de Genève, produit par la Bibliothèque de Genève, ou par la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, ou l'herbier de Le Cerf dans une collection française pour Rousseau, qu'importe pour nous. Donc c'est l'idée justement que les gens vont venir sur cette bibliothèque virtuelle de la Bibliothèque de Genève, mais pour avoir de l'information sur un personnage qui est un personnage clé au sein de nos collections. Le site de l'Officine numérique est lui tourné vers les éditeurs, et donc l'idée c'est que justement on a eu toute une réflexion au sein de la Bibliothèque de Genève où on s'est dit aussi il faut qu'on abandonne cette notion de collection qui soit uniquement au centre de notre réflexion, mais qu'on soit aussi positionné en termes de services qu'on peut rendre aux gens qui produisent et qui alimentent cette collection, comme le sont les éditeurs, puisqu'à Genève, on a cette grande tradition d'éditeurs scientifiques d'érudition. Et c'était à nous, finalement, de leur proposer un site qui sera en ligne dans quelques semaines, qui va permettre justement de créer une sorte de trésor intellectuel genevois, qui est le produit, finalement, des chercheurs sur nos collections, plutôt que nos collections elles-mêmes. Et l'autre grand projet sur lequel on travaille au sein de la bibliothèque, c'est cette réflexion sur 1 million de Genevois, c'est cette idée d'essayer de réaliser ce que le canton a réalisé sur le territoire, avec le fameux système d'inventaire du territoire genevois, le SITG. Et il faut que nous, on ait une réflexion sur l'identité, puisqu'on a posé comme hypothèse que c'était cela, cette notion de patrimoine intellectuel était liée aux personnes d'abord, et puis générer des collections ensuite, mais sur lequel on travaille. Il faudrait peut-être laisser un peu de temps pour les questions. Je termine. Donc, rapidement, les autres axes, c'était évidemment de développer le dépôt légal, puisque le dépôt légal, ça nous permet de présenter des collections auxquelles personne ne s'attend dans la Bibliothèque de Genève. Et là, pour l'instant, on a toute une exposition et toute une série de manifestations autour d'un éditeur de livres pour enfants, manifestations qu'on s'attendrait plutôt à la bibliothèque municipale, mais on voulait montrer qu'on est le lieu le plus riche où on peut avoir cette collection à la Bibliothèque de Genève et nous amener d'autres publics. Au niveau des affiches, avec la collaboration avec l'HEAD, on a développé beaucoup de portails, et si je peux avoir la dernière image,
Et un autre élément qui nous semble important, c'est, j'ai parlé de cette convergence numérique, mais un autre élément qu'on a beaucoup discuté entre nous et qui est fondamental, c'est de se rendre compte qu'on est à une époque d'hybridation des savoirs et que nous avons, et c'est notre chance, la capacité de pouvoir produire des projets qui mélangent des savoirs inattendus, tel que celui qu'on est en train de montrer au musée Voltaire avec l'exposition sur l'expérience du langage. On va aller chercher à la fois notre patrimoine, c'est-à-dire une réflexion sur le langage, les dictionnaires dans l'œuvre de Voltaire et dans ses manuscrits, chez un linguiste contemporain et chez une artiste contemporaine. Mais je pense vraiment, et demain, il y aura une autre réflexion sur Boissonnat, le voyage autour de l'Odyssée, etc. Je pense que pour nous, on a un lieu, une bibliothèque qui nous permet de penser des projets hybrides. Je pense qu'ils sont ceux qui vont surprendre le plus le public et qui vont nous amener des publics nouveaux par rapport à ceux qu'on a aujourd'hui. Ah oui, excusez-moi. Et juste un autre axe très important, c'est celui de la formation, puisqu'on s'est engagé vraiment fortement tant au niveau des apprentis, dans la création d'un module de master pour le master conservation patrimoine, et on travaille sur un master qui s'ouvrira à la rentrée académique prochaine sur les lumières, et un autre aspect, celui de la protection des biens culturels et de la conservation préventive, qui sont les 4 axes de formation qui nous semblaient essentiels pour toucher des publics qui fréquentaient peu la bibliothèque. Merci beaucoup, Alexandre Van Hougarden. J'aurais une question pour les bibliothèques municipales. Quelle est l'évolution par rapport au type de documents, notamment la place de la littérature dans vos usages, dans vos usagers? Vous avez un public qui devient plus âgé. Est-ce que la littérature a toujours la place qu'elle avait autrefois, ou est-ce qu'il y a une évolution vers d'autres types d'informations, et que notamment le roman, qui était quand même, qui avait autrefois en tout cas une très très grande place? Alors, je vais bien répondre, mais il y a peut-être des bibliothécaires du service qui répondraient encore mieux que moi, puisque c'est vraiment, ça leur appartient, la gestion des collections, les achats, c'est vraiment laissé à la liberté de chaque bibliothèque, même si on est en train de mettre en place une véritable politique documentaire, et puis que bien évidemment au niveau de la direction, on suit très attentivement, on est en train de développer des statistiques aussi sur nos différents pans de collection, sur les domaines qui fonctionnent, sur l'âge de la collection dans ces différents domaines. Mais c'est clair que la littérature reste un des domaines les plus importants, même si, si on regarde les chiffres de prêts, eh bien, c'est des prêts qui tentent aussi à baisser. Mais peut-être que des collègues ou des collaborateurs des bibliothèques pourraient vous répondre encore de manière plus détaillée que moi sur l'importance qu'ils accordent à ce domaine-là dans les collections. Qui souhaiterait répondre? Personne? Est-ce que Dominique Monod, par exemple, ou René Chaud, au hasard, au hasard, la parole est à vous, mesdames. J'ai pas tellement préparé de réponse, mais je vais dire que ça reste toujours chez nous la littérature, et notamment le roman, essentiel, parce que la littérature englobe la poésie, qui évidemment va avoir beaucoup moins de succès, ou le théâtre qui va avoir moins de succès que le roman qu'on va trouver chez Payot en tête de gondole. On aura les mêmes demandes qui seront faites en librairie qu'en bibliothèque, donc on essaie de répondre au mieux à ce type de demandes qui sont extrêmement nombreuses. Et aux bibliothèques municipales, les conseils des bibliothécaires sont vraiment hyper importants pour faire sortir ce type de documents. Oui, complètement, particulièrement dans ce domaine, parce qu'en termes de documentaire, c'est vrai qu'il y a toute une partie des réponses qu'on peut trouver maintenant sur Internet. Beaucoup de gens ont ce réflexe d'aller chercher leurs réponses sur Internet, alors que dans le roman, ce n'est pas du tout la même démarche. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaiterait compléter. Je voulais juste compléter parce que je travaille à la Cité en section fiction adulte, donc on fait le choix de la littérature. Donc je pense que comme avant,
On a toujours une belle collection qui se veut aussi bien appuyer sur les classiques que les grandes nouveautés. Voilà, comme disait Dominique, les gens nous demandent voilà, ce qu'ils voient aussi chez Payot qui sort en librairie, qui veulent tout de suite. Mais on doit avoir des choses beaucoup plus pointues, même qui sortent moins, mais qui sont de grande valeur, qu'on doit aussi proposer régulièrement. Et ce que je voulais dire, c'est que même si les chiffres sont en baisse, je dirais que ça tient beaucoup au fait que nos collections sont, je pense, toujours de très très bonne qualité, mais la littérature, elle a une caractéristique particulière, c'est qu'on ne peut pas juste la mettre en rayon comme ça, comme un documentaire, voilà, quelqu'un qui viendrait prendre un guide, je pars à Rome, je prends un guide de voyage sur Rome, paf, je le prends, je pars. La littérature, il y a un vaste choix, et puis le lecteur, il arrive, on ne peut pas juste lui mettre sous le nez ce choix-là. Il faut l'accompagner, il faut le conseiller, il faut connaître, il faut sentir le lecteur. C'est quelque chose qui se fait aussi sur une longue haleine. Voilà, il faut le fidéliser, il faut comprendre ce qu'il veut. Plus on connaît nos lecteurs, plus on peut leur conseiller exactement ce qu'ils aiment, aussi bien dans les nouveautés que dans l'ancien fond. Et puis malheureusement, je dirais que depuis quelques années, faute de temps, faute de moyens, on n'arrive plus à comment dire, à fidéliser ce lecteur, on n'arrive plus à le conseiller, on n'arrive plus à l'accompagner autant qu'on le souhaiterait. Et ça, vraiment, c'est un crève-cœur. Donc c'est vraiment faute de temps, faute de moyens, parce qu'on doit faire un peu tout le temps, à la fois. Et malheureusement, celui qui perd, c'est le lecteur, et on le voit, justement, très symboliquement, dans la littérature. On n'a plus ce temps, et on voit que les chiffres sont en baisse, parce qu'on n'a plus le temps à consacrer comme on le souhaiterait au lecteur. Voilà. Aucune question sur le sondage, par exemple, ou alors les questions peuvent bien sûr venir de la table. Voilà. Moi, j'aimerais poser une question justement sur la littérature. Par rapport au monde des libraires, dont on sait qu'ils sont en difficulté, en réduction, etc., quel est pour vous justement ce rôle que doit avoir une bibliothèque municipale par rapport à la littérature? On n'a pas proposé les mêmes choses qui se trouvent sur les tables de Payot. Donc c'est quoi? Alors c'est ce que je disais, évidemment, il y a ces demandes pour ces grands titres ou ces grands auteurs phares, et puis il y a aussi d'autres titres qu'on doit proposer, Dominique le disait, voilà, de la poésie, du théâtre, des essais littéraires, des choses peut-être plus intimes, plus compliquées, qui sont moins vendeurs, mais qui sont d'une énorme qualité que les gens peut-être connaissent moins, parce qu'on les met moins en avant. Et puis c'est aussi à nous de les proposer, ces choses-là. C'est à nous déjà de les lire, de les connaître et de les proposer, de les mettre en avant, de les proposer au lecteur, puis pas juste lui donner du Marc Lévy ou je sais pas quoi. Enfin voilà, de proposer des choses beaucoup plus difficiles ou qui peuvent le toucher. Mais ça demande du temps. Voilà, il faut bien connaître son fond, il faut bien connaître le lecteur, puis bien faire le joint entre les deux, comme vous disiez. Je ne sais plus comment vous avez appelé ça, mais voilà, c'est faire le joint entre les deux choses. On a des belles collections, et puis si on connaît bien nos lecteurs, on peut leur proposer le mieux possible ce qu'ils attendent, aussi bien dans la littérature plus intime que dans les gros titres. Justement, montre-leur la richesse. Il y a tellement de belles choses qui ne sont pas mises en avant, et tellement de choses médiocres qui sont mises en avant. Ça, c'est notre rôle, quoi, je pense. C'est ce qui fait notre valeur et notre force. Oui, bonjour. Moi, je travaille aux bibliothèques municipales. Et puis, ce que je voulais dire par rapport à la mise en valeur de notre fonds, c'est qu'on a, par exemple, un blog sur Internet où régulièrement les bibliothécaires publient des articles, des critiques d'ouvrages. On a des bibliographies thématiques, annuelles. On en a une qui s'appelle La Cigale, qui paraît une fois par année, je crois maintenant, voilà, où on a des propositions de lecture pour les enfants, pour les amateurs de musique, et puis aussi pour les romans et les documentaires. Et puis, depuis janvier, on a quelque chose qui s'appelle le Boudoir, où c'est chaque semaine des vidéos en ligne avec des bibliothécaires qui présentent leur coup de cœur. Donc on a aussi évidemment dans les bibliothèques les thèmes du mois, où on essaye de coller à l'actualité, on essaye de mettre en valeur une collection qui nous tient à cœur, un auteur, etc. Donc on a quand même pas mal de moyens de promotion dans les bibliothèques. Encore une autre Moi, j'avais juste vis-à-vis de ce qu'on... Si on a à proposer les mêmes choses qu'on trouve sur les tables de chez Payot, et effectivement, il y a un équilibre assez subtil qui se joue là entre ce qu'on doit pouvoir proposer aussi ça, ce qu'on trouve sur les tables de chez Payot,
on doit aussi avoir un fond qui se tienne, voilà, pour nous, pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. C'est pas une question, c'est une remarque par rapport au sondage. Il est dit qu'il est apprécié un lieu calme. Et je pense que ce serait peut-être aussi un argument d'avoir enfin un espace calme pour travailler et qu'il le reste par endroits, sans musique. C'est rare. Et si je peux me permettre, c'est un des grands défis qu'on a, en tout cas chez nous, dans les bibliothèques de lecture publique, parce que c'est vrai que les publics, ils viennent avec des attentes très diversifiées. Comment proposer à la fois des lieux de calme pour le travail, pour aussi parce que des fois on a envie d'être roi constant de la vie de tous les jours, de notre vie de tous les jours, et puis aussi satisfaire, si on prend la cité par exemple, satisfaire les autres usagers qui sont parfois un peu plus bruyants dans leur usage de la bibliothèque. Et là, c'est vraiment une des difficultés qu'on vit au quotidien. Dans des bâtiments, des fois, qui ne sont pas, alors là, la cité, c'est le cas, qui ne sont pas du tout adaptés à des diversités aussi importantes de public que nous avons, alors qu'on accueille en moyenne, je le rappelle, à la cité, 1200 personnes. Donc, c'est vrai, c'est très important ce que vous dites, mais c'est aussi très difficile à satisfaire comme demande. Peut-être que vous venez d'une bibliothèque scientifique ou de la BGE, peut-être c'est plus facile, et là on a une complémentarité aussi, peut-être à mettre davantage en avant, à promouvoir mieux la complémentarité de nos espaces. Moi j'ai beaucoup, auprès des personnes qui râlaient de la nouvel espace qu'on leur proposait à la cité, qui était effectivement moins bon qu'auparavant pour la lecture des périodiques, je leur disais, mais n'hésitez pas aussi à aller voir ailleurs, parce que notre réseau, il est très dense, il comprend de nombreuses bibliothèques, pas que celle de lecture publique, et même celle-ci, la cité, elle est plus bruyante, mais vous allez dans les bibliothèques de quartier, c'est déjà moins le cas. Et puis si vous allez à la BGE ou ailleurs, c'est encore plus calme. Donc peut-être aussi nous devons apprendre à peut-être orienter nos usagers vers des bibliothèques qui répondent mieux à ce niveau-là à leurs attentes. Si je peux ajouter quelque chose qui n'a pas été dit ce matin, je pense que ce que l'enquête montre, ce qu'on a souvent discuté entre nous, mais en ayant des intuitions, et là on en a la confirmation, c'est que les gens comprennent bien que nous sommes un ensemble, ce qui n'était pas évident, c'était une question qu'on se posait, et donc comprennent bien qu'il y a peut-être plusieurs possibilités de trouver ce qu'on cherche, pas nécessairement tout au même endroit. Et peut-être que là, nous, on aura entre directeurs d'institutions, directeurs de bibliothèques, une réflexion à se poser, de se dire finalement, est-ce qu'on ne doit pas orienter nos lecteurs, puisqu'ils nous conçoivent comme une entité, vers d'autres bibliothèques, et pas de vouloir chacun tout faire. Bonjour, Philippe Berchel, bibliothèque municipale. J'avais juste une précision en fait concernant les actions de médiation. Vous avez parlé, Madame Purot, de 8,8% d'augmentation. Est-ce qu'en fait, dans ces actions de médiation, cette augmentation de fréquentation tient compte des crèches, des accueils de crèches et des accueils de classes? Oui, et c'est clairement une augmentation qui est liée à la multiplication des visites de groupe. Et là, vraiment, je tiens à saluer l'effort très important des collègues jeunesse, qui l'an dernier vraiment ont répondu au succès du prix du jeune public, où là, on a vu que le nombre de classes intéressées par cette proposition qu'on leur a faite depuis peu était important. Je crois qu'on a accueilli, je ne sais pas, je ne vais pas dire faux, vous me corrigez, mais on a accueilli 65 classes l'an dernier sur ce seul projet. Donc c'est clair que l'augmentation de l'audience, elle est vraiment principalement liée au public jeunesse et au groupe que nous accueillons bien souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le matin. Ça, peut-être, c'est aussi des choses à valoriser, parce que les gens pensent qu'on est ouvert au public que ce qui concerne les bibliothèques municipales, celles de quartier, que l'après-midi, mais le matin, on accueille des groupes, et de plus en plus nombreux. Donc ça aussi à davantage valoriser, notamment auprès des autorités politiques. Merci. C'était juste pour quand même
qu'on puisse bien faire la distinction entre ces accueils qui ont lieu à des moments privilégiés pour les classes et les crèches, pendant les heures de fermeture, comme vous l'avez dit, grâce aux collègues qui sont impliqués dans ce processus. Bien les dissocier en fait des actions de médiation qui ont lieu tout public, soit après les heures d'ouverture, mais qui sont ouvertes au public. Donc, et pour rebondir un peu par rapport au roman et tous ces domaines de fiction, chez les jeunes, il y a un gros travail qui est fait aussi pour stimuler autour des romans, autour des albums, autour de tout ce qu'on peut trouver en fait chez les jeunes qui peuvent amener ensuite les plus jeunes à s'intéresser à la littérature et découvrir les fonds adultes. Merci. Donc, bonjour, Sandra Wölfel des bibliothèques municipales, je travaille en section jeunesse. Et justement, à ce propos, j'aimerais savoir quand va être conduite la partie de l'enquête relative au public jeunesse, qui est un peu le grand absent, et on aimerait quand même beaucoup savoir ce que pense notre public de nos institutions. Je profite de cette question pour redire que, je vais être honnête, ça existait avant que j'arrive à la tête du département en 2011, donc les études des publics, mais j'ai souhaité le renforcer substantiellement dans tous les domaines d'activité du département, donc vous, les bibliothèques, les musées, les arts vivants, là où nous ne sommes d'ailleurs pas encore très avancés. Quand je dis arts vivants, c'est les festivals, les scènes culturelles, et puis le sport. C'est un instrument évidemment très précieux d'aide à la décision. Ça demande des moyens et du temps. Enfin, vous avez vu le travail qu'a fait M. Sardy avec l'Institut Link, il est conséquent. Et puis à chaque fois qu'on lance une étude, évidemment, on est obligé de cerner un certain domaine et puis de faire un choix de méthode, d'organisation, de périmètre. Et c'est vrai que là, on a choisi, ça a été dit, les usagers adultes, ce qui inclut les parents en l'occurrence, hein, le cas échéant. Donc il y a évidemment plein de parents dans les adultes que M. Sardy a interrogé avec son équipe. Et puis à chaque fois qu'on fait l'étude publique, une des premières conclusions, c'est de creuser d'autres aspects. Et après, c'est un enjeu de priorisation des moyens parce que ce sont des études qui ont quand même leur coût en temps et en argent. Pour les bibliothèques municipales, on souhaite absolument, on n'a juste pas encore programmé, mais on doit le faire, on souhaite le faire pour les raisons que vous évoquez, la partie jeune. D'ailleurs, Mme Pureau, c'est une des premières remarques qu'elle a faites quand elle a pris connaissance des résultats de l'étude, c'est qu'il manque ce segment, de même qu'il manque le segment des séjourneurs, qui sera probablement une étude plus qualitative. Mais si je fais cette précision, c'est parce que les remarques qu'on a entendues au conseil municipal, pour vous dire, si je faisais aucune étude publique, ils m'accuseraient probablement de faire la politique comme ça, en flottement, en fonction de mes options personnelles ou de mes inclinaisons. Quand on en fait, ils disent « Ah, mais M. Canin, vous vous basez trop sur les études publiques pour faire vos choix. » Parce qu'il ne faut pas seulement se contenter des résultats de ce genre, il faut aussi faire des choix politiques. Pour vous dire que les études publiques deviennent un enjeu en tant que tel, vis-à-vis du conseil municipal. Il faut juste savoir que dès qu'on fait une étude pareille, elle s'adresse bien sûr à vous en tant que professionnel, si on parle de celle de ce matin, mais que le conseil municipal s'y intéresse beaucoup aussi et fait sa propre lecture. On l'a dit, je l'ai déjà dit ce matin, par exemple, sur la question des horaires ou sur d'autres aspects. Donc, on va renforcer aussi, je dirais, la réflexion sur à quel moment lancer quelle étude publique, parce qu'il n'y a jamais rien d'innocent. Mais en tout cas, pour revenir à votre question concrètement, oui, c'est prévu, je souhaite vraiment la faire, j'espère l'année prochaine. Merci.